À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce énième numéro de notre émission À vous de juger, le dernier de la semaine. Le dernier numéro de la semaine. Et nous allons parler de quelques questions de droit parce que nous allons analyser quelques éléments du procès Moutamba, mais aussi le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui avait déjà commencé depuis. Et on ne manquera pas de dire quelque chose sur la déclaration des principes des Doha entre la partie gouvernementale et la partie rebelle. Sur terrain, c'est un peu catastrophique parce qu'il y a toujours des morts. Et Maître Jean-Claude Katende est là, avec lui nous allons analyser. Maître, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien, nous constatons. Je suis en forme. Voilà. Vous suivez comme tout le monde les procès, les différents procès. Le premier de l'ancien ministre de Justice et le second de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Tout à fait, en tant que bon citoyen, mais aussi en tant que défenseur des droits de l'homme. Très bien. Je pense que j'ai l'obligation de suivre ces deux procès pour me rendre compte en tant que président d'abord national de l'AZADO, qui est une grande organisation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas oublier que je suis aussi vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, une responsabilité internationale que nous avons. Et cette responsabilité implique aussi le devoir de pouvoir suivre toutes les questions de droits de l'homme dans le monde, mais particulièrement en République démocratique du Congo, qui est mon pays, et surtout quand ça touche aux personnalités importantes comme M. Moutamba, mais aussi comme l'ancien président Joseph Kabila. Très bien. Alors, on commence avec le procès Moutamba. Déjà, à partir de la plénière qui devait lever ou autoriser les poursuites judiciaires, le débat entre les députés nationaux, beaucoup de Congolais et beaucoup d'observateurs avertis pensent que la main noire a commencé à agir à partir de l'Assemblée nationale où l'Assemblée a autorisé des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice en fonction à ces temps-là, alors qu'une faute administrative ne pouvait jamais être conduite au pénal. Comment une faute administrative est arrivée au pénal aujourd'hui où nous parlons? D'abord, je voudrais insister sur le fait que les procès contre l'ancien ministre Moutamba nous montrent que, quel que soit le niveau de responsabilité que nous avons, on peut être interpellé par la justice et ça, c'est une bonne chose. Et donc, si nous considérons que cela est une bonne chose, il est aussi important de relever qu'il ne faut pas que dans chaque procédure, qu'on puisse identifier une main noire derrière, mais qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à pouvoir arrêter. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été reprochées au ministre Moutamba, dont notamment la tentative de détournement, n'est-ce pas, des deniers destinés à la réparation des différents préjudices qui ont été causés aux populations de la ville de Kisangani. Maintenant, est-ce que les politiciens profitent de cette occasion pour régler les comptes à M. Moutamba? Je dis tout simplement que pas seulement les politiciens, mais toutes les classes sociales auxquelles l'ancien ministre Moutamba avait orienté en fait ses actions en tant que ministre de la Justice ne pouvaient pas les laisser tranquilles. Ça, c'est un fait. Et quand nous prenons ce fait, il y a un élément important, c'est que quand les votes concernent les personnes au niveau de l'Assemblée nationale,
le vote doit se faire à bulletin secret. Ouais. Mais fort malheureusement, le vote a été fait à main levée. Donc, même les gens qui pouvaient voter contre pour des besoins, n'est-ce pas, d'intérêt politique, ne pouvaient plus. Et par peur de la caméra aussi. C'est exactement ça. Ouais. Non, même les gens qui pouvaient voter contre étaient obligés de voter pour éviter d'être indexés, que ce sont eux qui soutiennent M. Moutamba. Et à ce niveau-là déjà, la procédure était viciée. Et donc, on peut déduire qu'il y avait certainement la main noire dont vous parlez, mais que j'aimerais bien que vous puissiez situer, identifier, qui tenait à tout prix à ce que l'autorisation soit donnée pour que M. Moutamba soit mis en cause. Et donc, je peux dire que c'est vraiment regrettable de se retrouver dans cette situation-là, mais on en est là et nous essayons de suivre les procès pour voir s'il va être vraiment un procès juste et équitable pour le besoin d'abord de la justice, mais aussi pour le besoin, n'est-ce pas, de voir que M. Moutamba se défend normalement. On a parlé de tentatives de détournement des deniers publics. Il revient maintenant au ministère public de faire asseoir ces arguments. Ces arguments sont réquisitoires pour montrer effectivement qu'il y a eu des problèmes. Mais ce qui est vrai, comme M. Moutamba lui-même se plaint, il y a une partie de cet argent qui est porté disparu, de l'argent versé sur le compte du ministère de la Justice qui est porté disparu, mais on n'a jamais interpellé qui que ce soit. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que notre justice continue à fonctionner à double vitesse. Il y a ceux qui sont interpellés et ceux qui ne peuvent pas être interpellés pour une raison ou pour une autre. La justice ne doit pas fonctionner de cette façon-là. Elle doit être juste, indépendante et égale pour tout le monde. Parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Très bien. Alors, déjà, je vous ai lu, vous étiez en train de décrier l'attitude des juges de la Cour de cassation. Plusieurs Congolais le disent aussi. Cette attitude, nous voudrions que les gens qui nous suivent ici, qui nous regardent, et surtout les étudiants, puissent aussi le savoir. Pourquoi est-ce que vous décriez l'attitude des juges de la Cour de cassation? Nous décrions, en fait, les juges, ils n'ont pour autorité que la loi. Et la loi de loi, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Au terme de l'article 162 de la Constitution, il est clair que quand une question qui concerne l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une procédure, quand cette question est soulevée par la voie d'exception devant une juridiction, la décision qui doit être prise, c'est celle de suspendre la procédure en cours, transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse donner son point de vue par rapport à la question discutée. Fort malheureusement, nous avons appris qu'il y aurait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui pose un principe selon lequel une matière sur laquelle elle avait déjà décidé, la juridiction qui est saisie de la question pourrait éventuellement se référer à cet arrêt de principe et n'est pas renvoyer les dossiers devant la Cour constitutionnelle dans le but d'efficacité et dans le but, n'est-ce pas, d'éviter que les avocats ne puissent recourir à des procédures dilatoires pour faire retarder la décision sur le fond de l'affaire. Toutes ces explications, pour moi, elles peuvent être éloquentes. Mais je dis tout simplement que la Cour constitutionnelle ne peut pas donner un pouvoir à la Cour saisie et à laquelle la Constitution ne confie pas une telle attribution.
Voyez-vous? Et donc, pour moi, il est clair que quel que soit l'arrêt de principe, quand une exception est soulevée, surtout en matière d'inconstitutionnalité, la Constitution de la République démocratique du Congo, elle est claire. La procédure doit être suspendue et renvoyée devant la Cour. Et ma façon de voir est que la Cour doit pouvoir se prononcer une fois de plus ou rappeler le principe qu'elle a déjà posé par rapport à cette question-là. Pas donner le pouvoir à une autre juridiction qui est saisie de l'affaire, de pouvoir, n'est-ce pas, se prononcer sur une compétence qui relève, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. C'est aussi ce que nous avons toujours décrié, c'est le pouvoir de visa qu'on a donné aux chefs de juridiction de pouvoir censurer les décisions ou les jugements prononcés ou en voie avant que les jugements ne soient prononcés par les juges de la chambre qui traite de l'affaire. Ce visa est tout simplement une violation de la loi qui consacre l'indépendance du juge. Voyez-vous? Ouais. Et donc, dans le cas, il y a toujours des déviations comme ça qui sont consacrées par certains chefs de juridiction ou certains responsables de la justice en République démocratique du Congo et qui sont utilisés pour en fait faire du mal ou ne pas permettre à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur un rapport avec l'attribution qui lui est reconnue par la Constitution de notre pays. Très bien. Alors, vous qui le suivez, parce que le maître a évoqué l'article 162 de la Constitution, écoutez ce que stipule la Constitution. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sur a statué et saisi toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Alors, maintenant que cela n'est pas fait, la suite sera comment? La suite, il faut seulement considérer qu'une voie reconnue à un citoyen par la Constitution de la République démocratique du Congo a été violée par la Cour de cassation avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Et donc, ça revient pour nous à dire que nous sommes là devant tout simplement un procès qui n'est pas équitable à l'égard, n'est-ce pas, de M. Mutamba. Et nous pensons que ce qui est fait à dessein. Parce que quand vous voyez la manière dont cette affaire a été instruite, et quand vous voyez ce qui est en train de se tramer, je ne doute pas, et c'est là l'inquiétude que j'ai soulevée dans mon message posté sur X au courant de cette semaine, de dire que je ne serais pas surpris que M. Mutamba soit condamné à une peine très réduite, assortie d'un sursis, mais avec une autre peine accessoire qui pourrait être, n'est-ce pas, de lui priver de ses droits civils et politiques pendant une longue durée. Et là, la gravité de la chose sera que non pas la peine privative de liberté, mais surtout qu'on aboutisse à priver M. Mutamba de son droit à être candidat à une élection quelconque en République démocratique du Congo. Et ça va être dommage, et je présume dans mon analyse qu'on pourrait arriver à pareille situation. Alors, tout porte à croire, maintenant, on donne raison à ces Congolais qui estiment que le procès Mutamba sur ce dossier de 19 millions de dollars américains est tout simplement un procès politique. Bon, en quelque sorte, nous disons tout simplement que la Cour de cassation, les juges de la Cour de cassation qui sont saisis de cette affaire doivent démontrer
par les différentes prises de position que ce procès n'est pas un procès politique. Mais le fait que certaines exceptions qui sont soulevées par M. Mutamba pour le besoin d'une justice équitable sont rejetées en violation même de la Constitution, il est clair pour nous que là, nous avons des signaux qui nous alertent pour pouvoir inspecter davantage l'attitude des juges pour voir si ces juges ne seraient pas instrumentalisés par d'autres forces politiques, économiques ou sociales pour obtenir à tout prix la condamnation de M. Mutamba et éventuellement la privation de ses droits civils et politiques. Ce qui va être dommage, comme nous le disons. La première ministre Judith Souminois peut aussi comparaître comme témoin. C'est possible qu'on puisse l'avoir. Je pense que dans une justice indépendante, toute personne qui pourrait, n'est-ce pas, éclairer la justice sur un point ou un autre a l'obligation de comparaître devant la justice. Maintenant, il va revenir au juge de demander à la partie qui cite tel ou tel autre témoin de donner des faits, de donner des raisons pour lesquelles la personne est demandée pour qu'elle puisse venir témoigner devant la Cour. La Cour va devoir apprécier, mais je pense que dans un procès aussi délicat, il est clair que la Cour constitutionnelle, ce qu'elle ferait de mieux, c'est de pouvoir faire en sorte que toute personne citée comme témoin dans cette affaire ou comme tout simplement renseignant dans cette affaire puisse comparaître devant elle. Est-ce qu'elle-même, la première ministre, peut accepter? Est-ce qu'elle a le droit de refuser ou d'accepter l'invitation? Non. Ou c'est une obligation que non, elle n'a pas le droit parce qu'il ne faut pas oublier que un témoin récalcitrant peut être condamné par la même Cour. Okay. Donc, dès que la Cour accepte qu'elle doit comparaître, elle est dans l'obligation de venir comparaître. Et je pense qu'elle-même, la première ministre, pour besoin de justice, pour besoin d'éclairer les Congolais sur les points sur lesquels elle sera obligée de donner des renseignements ou de faire un témoignage, l'obligation de venir. Parce que le fait pour elle de ne pas venir pourrait être considéré par une partie de la classe congolaise qui a un problème de manque de transparence et qu'elle voudrait cacher quelque chose dans les procès Mutamba. Je pense que c'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la première ministre de venir répondre aux questions de la Cour, parce que la Cour a besoin d'avoir des éclaircissements pour permettre à ce que la décision soit rendue de manière conséquente, de manière éclairée. Apparemment, maître Jean-Claude Katende, cette Cour n'a même pas besoin d'avoir des éclaircissements. C'est comme si elle a déjà son jugement dans sa poche. Si nous allons le voir, et comme je vous l'ai dit, pour que nous puissions arriver à la conclusion que la Cour pourrait avoir déjà son jugement dans la poche, nous allons voir cela dans le déroulement du procès. Est-ce que le procès est équitable? Est-ce qu'on respecte les droits de la défense? Est-ce que les lois du pays, dont la Constitution, sont respectées par la Cour? C'est à partir de ces éléments objectifs que nous pourrions arriver à la conclusion que la Cour est pressée. La Cour voudrait, n'est-ce pas, rendre publique la décision qu'elle aurait prise d'avance contre M. Mutamba. Mais jusque-là, nous avons quelques indices inquiétants dont j'ai parlé ici, et nous continuons à observer pour voir effectivement si toutes les règles d'une justice indépendante, toutes les règles d'un procès équitable vont être respectées. Donc les juges doivent savoir qu'ils sont suivis, ils sont observés, les faits et gestes qu'ils posent, les faits, gestes et décisions qu'ils vont prendre dans cette affaire vont être examinés non pas seulement par les organisations de droits de l'homme
dont je représente l'une ici, mais aussi par les citoyens congolais. Parce que la justice pourrait arriver à la décision de condamnation alors que l'opinion, n'est-ce pas, congolaise considère que M. Moutamba n'a rien fait. Il faut que la justice prouve que la décision à laquelle elle va pouvoir aboutir, c'est une décision objective, c'est une décision qui a été argumentée avec des preuves et des arguments solides. Ça, c'est important. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé cette conversation pendant le procès. Il dit, Monsieur Moutamba, vous jugez un ministre de la Justice. Et le juge lui dit, vous êtes prévenu. Vous n'êtes plus ministre. Et M. Moutamba, je suis prévenu, mais jugé en tant que ministre de la Justice. Et au juge de lui dire, ancien ministre de la Justice. Et Moutamba lui dit, en tant qu'ancien ministre, vous êtes incompétent pour me juger. Bon, d'abord, il est important de considérer qu'à ce jour, M. Moutamba n'est plus ministre. Très bien. Ça, lui-même, il doit le comprendre. Il est ancien ministre de la Justice à ce jour, parce qu'il n'est plus en fonction. Et il est jugé en tant qu'ancien ministre de la Justice, mais il n'est plus ministre de la Justice. Alors, une parenthèse. Est-ce que la Cour de cassation juge les anciens ministres? Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, bien sûr, parce que il est jugé non pas en tant que M. Moutamba, mais il est jugé pour des faits qui ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Et dans le cas d'espèce, la juridiction qui est compétente pour connaître de ces faits-là, c'est la Cour de cassation. Si aujourd'hui, là où nous sommes avec vous, n'est-ce pas, M. Moutamba va, par exemple, va commettre une autre infraction, il ne sera pas jugé par la Cour de cassation. Okay. Il sera jugé par une juridiction qui concerne tous les communs des mortels, parce que M. Moutamba n'est plus en fonction comme ministre de la Justice. Très bien. Mesdames et messieurs, on continue avec Maître Jean-Claude Katende. Dans cette émission, vous comprenez comment est-ce que ça évolue, parce que ce sont des choses de droit. Il faut que tout le monde qui s'intéresse au procès comprenne même quelques notions rudimentaires. Voilà, pour cette raison, nous essayons un peu de descendre pour que tout le monde comprenne, parce que vous nous envoyez toujours beaucoup de questions pour des choses parfois que nous, on ne maîtrise pas du tout. Pour terminer sur le dossier Moutamba, qu'est-ce qu'on peut retenir jusque-là? Ce qu'on peut retenir, c'est que M. Moutamba est devant la justice aujourd'hui. Ce que nous pouvons aussi retenir est qu'il y a certaines décisions de la Cour de cassation qui nous inquiètent, dont notamment cette question de statuer directement sur une question, une matière qui relève de la Cour constitutionnelle. C'est une violation de la loi, même quand il existerait un arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question qui constitue pour moi aussi une violation de la Constitution, l'arrêt en question. Et donc, nous continuons. Le lundi, le procès va se poursuivre. Nous serons encore là pour observer les paroles, les faits et gestes des juges, comment ils traitent M. Moutamba, comment ils traitent ses avocats. Et notre objectif, c'est qu'on arrive à un procès juste et équitable. Une petite question, mais avant de terminer. Est-ce que vous avez l'impression que les avocats de la défense se sont quand même pris au sérieux dans ce procès? Oui, je pense que vous avez mon bâtonnier du barreau de Lubumbashi, du Haut-Katanga, qui est l'un des avocats. C'est un brillant avocat. Et je pense qu'il ne permettra pas à la Cour d'aller au-delà de droits qui lui sont reconnus dans un procès juste et équitable. Mais je dois dire quand même que certains entretiens que j'ai eus avec certains des avocats, ils estiment que les droits de la défense ne sont pas respectés. Dont notamment cette réclamation, cette action que la défense a portée au nom de M. Moutamba
vers la Cour constitutionnelle et l'exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée devant la Cour de cassation, qui a été prise de manière tout à fait légère par les juges, ce qui n'est pas une bonne chose dans le cadre du respect du droit de la défense. Voilà, on va prendre l'autre procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Avant le début du procès ou des audiences, il y a le VPM du transport et voies de communication, M. Bemba, il était passé sur les antennes de la Top Congo, la radio Top Congo FM, où tout le monde l'avait suivi, que Joseph Kabila n'était pas congolais, son père s'appelait, c'est pas Hippolyte, et bon, son père s'appelait les noms qu'il avait donnés. Mais au début de l'audience, nous avons suivi la présentation de Joseph Kabila à la haute cour. Et beaucoup de téléspectateurs m'ont posé la même question. Comment est-ce que une autorité comme Jean-Pierre Bemba, qui a donné quand même des faits comme ça, qui n'était pas congolais, et la cour vient présenter Joseph Kabila comme congolais? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire tout simplement que devant la cour, les éléments qui sont pris en considération sont des éléments officiels. Très bien. C'est-à-dire des éléments qui se trouvent sur les documents d'identité de M. Joseph Kabila, notre ancien président. Donc il n'y a pas de contradiction quant à ça. Vous savez aussi qu'il y a dans ce pays des Angolais qui ont eu des cartes d'électeurs, hein, des cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo. Donc il peut toujours être possible qu'entre les documents et la réalité qu'il y ait une différence. Mais la juridiction qui est saisie va pouvoir recueillir les éléments en fonction des documents officiels qui lui sont présentés. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi la réponse de Maître Katende. Bon, est-ce que c'était vraiment opportun que Jean-Pierre Bemba Gombo fasse cette sortie médiatique pour parler de l'ancien président de la République comme ça? Bon, je pense que opportun ou pas opportun, moi je ne me pose pas la question dans ce sens-là. Je me pose personnellement la question dans le sens du respect par le président Kabila des obligations que la loi lui impartit en tant qu'ancien président de la République. Donc le président Kabila n'est pas seulement un simple citoyen congolais, mais il est un ancien président de la République. Les mêmes lois dont il réclame la protection sont les mêmes lois qui lui imposent aussi des réserves, qui lui imposent aussi des devoirs. Maintenant, si une personnalité de si haut niveau ne respecte pas, n'est-ce pas, les devoirs qui lui sont impartis par la loi en fonction de ses anciennes fonctions, les gens peuvent aller au-delà pour se poser des questions. Est-ce qu'un Congolais se comporterait de cette façon-là? Sans que pour moi, je n'ai aucun doute, je ne veux pas m'engager sur ce débat-là, dans la mesure où je considère que le président Kabila a dirigé quand même ce pays pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui, nous puissions soulever la question d'une autre nationalité les concernant, ça montre quand même que nous, les Congolais, nous ne sommes pas sérieux et ce n'est pas bon. Très bien. 7 cabinets d'avocats engagés dans ces poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République, ce n'est pas trop? Je pense que chaque cabinet est pris en fonction de l'expertise. En fonction de l'expertise, en fonction de certains éléments que seule la République a pris en compte. Sans défense. Pour pouvoir oui, mais il faut que la République qui met en cause le président Kabila apporte des arguments. Ce n'est pas par le fait qu'il n'y a pas de défense que vous allez venir avec des arguments qui ne pèsent pas. Non, parce que il faut vous mettre en tête que le jugement doit être motivé. Donc, les personnes ou les parties qui doivent apporter de la motivation pour
aider la Cour, la juridiction à prendre la meilleure décision et une bonne décision. C'est le ministère public qui accuse et les partis civils qui sont là pour réclamer des intérêts tout à fait privés. Donc il est important que du côté, n'est-ce pas, des partis civils, qu'on ait des avocats aguerris, et du côté du ministère public aussi, qu'on ait des ministères publics ou des magistrats aguerris aussi pour permettre à la Cour d'avoir de sortir une décision solide. Alors, la polémique a éclaté autour de chiffres, le moyen que l'État congolais doit mettre à disposition de ce cabinet d'avocats. On parle de plus de 2 millions de dollars américains. Aujourd'hui, on ne parle que des millions en RDC, maître. C'est peu, c'est beaucoup. Vous êtes satisfait quand même avec ces chiffres de 2 millions? Non, je pense que maître Kabengela a démenti cette information en disant que c'était 300 000 dollars. 300 000 par cabinet. Quand vous multipliez 300 000 multiplié par 7, ça donne... D'accord, mais oui, mais il faut dire quand même que c'est une affaire délicate. C'est une affaire délicate. C'est une affaire où il peut y avoir beaucoup de règlements de comptes, mais je me dis aussi que les avocats fixent les honoraires en fonction de l'affaire qu'ils acceptent, mais aussi en fonction, n'est-ce pas, de l'accord, n'est-ce pas, du client. Si la République a estimé que c'est une affaire importante et que l'argent que les avocats demandent puisse leur être donné, moi je ne vois pas personnellement des problèmes là-dessus. Il y a beaucoup de cabinets. 7 cabinets, quand vous parlez de 7 cabinets, mais c'est combien d'avocats par cabinet? Et il faut quand même que chacun des avocats qui contribue, n'est-ce pas, à faire ce travail puisse se retrouver dans les meilleures conditions. En tant qu'avocat, je ne vois pas pourquoi j'irais contre mes propres confrères. Très bien. Alors, jusqu'aujourd'hui, l'ancien président de la République garde son statut d'ancien président et avec tous les bénéfices qui sont liés à ça. En principe, le président Kabila doit pouvoir bénéficier de tous les droits que les lois lui reconnaissent en tant que chef d'État. Et la question que je pose, est-ce qu'il continue à bénéficier de ces droits ou pas? Est-ce que ces droits sont effectivement versés en termes d'abord d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui sa sécurité est assurée par les forces armées et la police de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas. Est-ce que le président Kabila continue à être logé aux frais du contribuable congolais? Ça, je ne sais pas non plus. Et donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Si ces droits, ces avantages continuent à être versés au bénéfice ou réalisés au bénéfice du président Kabila ou pas. Mais jusqu'à ce jour, le président Kabila, c'est notre ancien président, mais il est aussi notre sénateur à vie. Apparemment, l'image de Joseph Kabila est en train d'être ternie par ce procès et la RDC pouvait manquer quand même cette fierté-là de le présenter comme un ancien chef d'État. Je reviens sur ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire que toute personne, ancien président de la République, soit-il, qui agit contrairement à ses obligations, à ses devoirs, peut être mise en cause, soit par un autre citoyen, soit par la République. Mais le fait d'avoir traduit le président Kabila en justice ne veut pas dire que le président Kabila est coupable. Il faut faire la différence. Effectivement. Donc aujourd'hui, dans l'opinion, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est la justice qui va pouvoir examiner les faits qui sont... Mais l'attitude même de l'incriminé, son attitude par rapport à la République, n'en dit rien. Non, mais c'est pour ça que je dis que le président Kabila a des devoirs qui lui sont impartis en tant qu'ancien président de la République. Si
le fait de n'avoir pas accompli ses devoirs a conduit à des infractions qu'on lui reproche, il revient à ceux qui l'accusent de pouvoir donner des preuves que, effectivement, les faits qu'on reproche au président Kabila sont vrais. Le fait de le traduire en justice ne signifie pas automatiquement que le président Kabila est coupable. Très bien, à moins qu'on ait une justice instrumentalisée, ce que je ne crois pas. Parce que les juges ont aussi l'obligation d'honorer leur propre personne, leur propre travail, en produisant, en rendant, en prononçant un jugement qui puisse dater et qui puisse être vraiment une référence pour les étudiants, mais aussi pour les avocats. Et vous voyez là le président Kabila condamné et faire la prison en RDC? C'est possible? Si il est condamné à la suite d'un jugement équitable, c'est que je doute fort, parce qu'aujourd'hui, le président Kabila n'a personne devant cette juridiction qui prenne la parole en son nom. Donc, on risque, par ce manque de contradictoire, d'arriver à une justice qui ne respecte pas, en fait, les principes d'un procès juste et équitable. Mais si vraiment nous étions dans une procédure contradictoire entre le ministère public, les avocats du président Kabila et le président Kabila lui-même, je pense que cela pourrait conduire à une condamnation, et le président Kabila peut faire la prison s'il est condamné à la suite d'un jugement, d'un procès juste et équitable. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Mais il ne va pas être le premier. Pourquoi il n'y a pas de défense? Non, mais je dis, mais il ne doit pas être, il peut pas être le premier président à être condamné à faire la prison. Il faut que ce genre de choses arrivent dans un pays sérieux, face à une justice sérieuse. Donc, je dis, il pourrait faire la prison, mais j'insiste sur le fait qu'il faut que le procès soit juste et équitable. Je dis ceci, maître. Pourquoi il n'y a pas de défense pour lui? Non, mais c'est tout simplement parce que d'abord, le président Kabila lui-même n'a pas trouvé intérêt ni à se présenter, ni à envoyer quelques personnes en son nom. Et comme on l'avait dit, comme il lui est reproché des infractions dont la peine va au-delà du seuil acceptable pour que la personne soit représentée, pour que ses avocats puissent prendre la parole, il faut que lui-même, le président Kabila, soit là. Donc, sa présence est une obligation pour les infractions qui lui sont reprochées et dont la peine va au-delà du seuil acceptable pour la représentation. Très bien, on va prendre le dernier chapitre pour terminer cette émission. La signature de déclaration de principe n'a rien donné jusque-là, pendant qu'on attend de signer l'accord de paix. Sur terrain, rien ne marche. Il n'y a que de morts, il n'y a que des ravitaillements de part et d'autre, des gens qui sont tués, des gens qui quittent, qui fouillent leur domicile, et c'est la pagaille. Vous avez effectivement raison. Je me suis inquiété de cette situation dans un message sur X que j'ai posté hier. Vous avez appris que les M23 ont encore tué 163 civils dans le Nord Kivu. Et ces massacres arrivent au moment où les M23 est autour de la table avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous avons insisté, pour que, au-delà des principes contenus dans la déclaration des principes, il est important qu'on puisse insérer dans l'accord de paix entre le M23 AFC et le gouvernement de la République démocratique du Congo des principes sur la redevabilité en termes de justice. Il faut que tous les agents du M23, comme aussi de l'AFC, mais aussi comme des militaires de FARDC, qui se seraient rendus coupables de violations de droits de l'homme, soient arrêtés et traduits en justice. Je pense que cela va garantir non seulement la non-répétition que nous
nous réclamons tout le temps, parce que vous n'êtes pas sans oublier que dans ce pays, nous avons commencé avec les RCD Goma, les CNDP, les M23, et tous ces mouvements ne réclament que la même chose. Et cela arrive pourquoi? Parce que les gens du RCD Goma qui s'étaient rendus coupables des violations de droits humains n'ont jamais été inquiétés ni poursuivis. Les gens des CNDP, c'est la même chose. Il faut qu'on en arrête aujourd'hui avec les M23. Il faut que les gens se mettent en tête, comme l'avait dit M. Fayoulou, il a eu des problèmes aux élections de 2018. Ce n'est pas pour autant qu'il a pris des armes pour s'en prendre, non seulement à ses propres concitoyens, mais aussi à la République. Il faut que cette question de revendiquer ce droit, de réclamer ceci ou cela conduise à ce que les gens aillent préférer des accords avec des puissances étrangères pour venir tuer les Congolais. Tout le monde sait que l'AFC et les M23 ont tué de manière de manière sommaire des citoyens au nord Kivu, au sud Kivu, et cela ne doit pas en fait se passer comme si de rien n'était. Et les M23 et l'AFC ne doivent pas considérer que rien n'a été fait et ils ne doivent pas bénéficier de l'impunité. Il faut que ce mouvement rende des comptes à la République pour qu'on mette fin une fois pour toutes à cette attitude de prendre des armes chaque fois qu'on ne s'entend pas avec le gouvernement de Kinshasa. Moi, je me demande si les M23 et l'AFC ont des problèmes avec le gouvernement de Kinshasa, pourquoi ils se donnent cette liberté de tuer des Congolais comme ils l'ont fait à la prise de Goma, comme ils l'ont fait à la prise de Bukavu. Ça, ce sont des choses auxquelles nous devons tous nous opposer, qu'on soit pour M. Félix Tshisekedi ou contre, mais il y a des choses dont nous devons nous refuser d'accepter, c'est notamment la violation de nos frontières par des puissances étrangères, c'est notamment le fait que la vie des Congolais soit fauchée par ceux qui veulent reprendre le pouvoir de cette manière qui n'est pas reconnue par la constitution de notre pays. Ces tueries, c'est une manière de faire pression au gouvernement congolais d'accepter comme leur revendication. Non, mais on ne peut pas tuer ses propres concitoyens pour faire passer ses revendications. Est-ce qu'ils sont leurs propres concitoyens? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Non, mais dans l'AFC et le M23, il n'y a pas que des Rwandais là-bas. Il y a aussi des Congolais qui sont là-bas. Tous, on le sait, on ne peut pas dire aujourd'hui que les M23 et l'AFC sont totalement des mouvements rwandais. Non, il y a des Rwandais dedans, mais il y a aussi des Congolais dedans. Et les Congolais doivent se mettre en tête qu'ils ne doivent pas recourir à d'autres nationalités, à d'autres puissances étrangères pour s'en prendre à leurs propres citoyens. Qu'est-ce que les gens qu'on tue à Rutshuru, à Massissi, là-bas, ont à faire avec le gouvernement contre lequel le M23 et l'AFC sont en train de se battre? Voilà, et pendant ces temps-là, à Washington, on a retrouvé quand même la partie gouvernementale, des représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, ainsi que les observateurs des États-Unis, du Qatar et du Togo, pour la surveillance de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que ces histoires, apparemment, il y a beaucoup de Congolais qui sont énervés par tout ce qui se passe de l'autre côté, parce que ça n'a aucun impact solide sur le terrain. Bon, je pense que nous ne devons pas nous leurrer. Ce conflit a fait plus de 30 ans. Mais est-ce que nous croyons qu'on peut les balayer dans un mois? Soyons raisonnables. On ne peut pas les balayer dans un mois. Nous nous félicitons, c'est vrai, de cet accord qui a eu lieu, malgré les faiblesses que nous avons identifiées, mais nous devons aussi nous féliciter du fait que le comité de surveillance a eu quand même sa première réunion, dont nous voulons connaître le contenu. Ils ont choisi leur président, le président des comités et consorts. Oui, mais c'est déjà quelque chose de positif. Comme ça, le comité peut fonctionner. Et c'est que les populations du Nord et du Sud Kivu réclament, comme aussi les populations de l'Ituri, c'est la paix.
et la paix le plus urgemment. Mais nous voulons que les étapes, les délais qui ont été fixés d'abord dans l'accord soient respectés, que les organes et les institutions qui doivent être mises en place soient mises en place. Je pense que ça permet de voir qu'on va dans la bonne direction, même si la paix tarde encore à se concrétiser sur terrain. Alors, à Kinshasa, depuis un moment donné, depuis qu'on annonce le remaniement ministériel, c'est comme si les politiques ont tourné toute leur attention à attendre la promulgation de la liste de l'équipe gouvernementale pour oublier quand même des choses nécessaires à faire pour l'instant. Bon, il faut savoir que dans notre pays, la politique a pris les dessus sur tout. Et tout le monde sait que c'est quand on est au gouvernement qu'on voit un peu plus clair financièrement, mais aussi on a de l'espace où on peut prendre des décisions. Mais une nation ne peut pas fonctionner comme ça. Une nation ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que vous voyez les communautés faire des déclarations à gauche, à droite, mais les individus sont nommés en tant qu'individus. Ça, c'est important. Vous entendez les ministres intervenir pour montrer ce qu'ils ont fait. Globalement, nous pouvons tout simplement dire que sur une cinquantaine de ministres, qu'il n'y en a que trop peu qui se sont distingués. Et il y a eu des ministres qui étaient experts des conférences, des conférences, des panneaux publicitaires à travers la ville pour qu'on voie qu'ils travaillent. Non, nous, on veut des ministres qui font un travail qui a l'impact directement sur la vie des citoyens. Et il y en a eu trop peu. Et je pense que le président de la République devra réfléchir sur qui prendre, qui reconduire, pas pour tout simplement des besoins d'intérêt politique, mais prendre des hommes et des femmes crédibles, des hommes et des femmes compétents, des hommes et des femmes qui ont l'expertise pour l'aider à accomplir sa mission, son programme, surtout pendant ce temps difficile. Un de mes invités ici, au nom du professeur Joe Sekimonyo, disait qu'on ne doit pas s'attendre à Soumi Nwade, contrairement à ceux qui attendent de Soumi Nwade. Lui, d'après lui, il pensait qu'on aura un autre gouvernement avec un autre premier ministre, parce que Judith Suminwa n'a pas convaincu. Vous, elle vous a convaincu dans sa façon de faire? Je pense qu'il faut prendre le contexte global. Contexte global difficile par lequel la République démocratique du Congo passe, et cela affecte tout le monde. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la première ministre n'a pas été présente dans les grands dossiers où on aurait voulu entendre sa voix. Voilà, on va terminer dans 2 minutes. Je vous laisse, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit durant l'émission. Je pense que par rapport au dossier qui était inscrit à l'ordre du jour de cette émission, nous avons abordé cette question. Mais je voudrais tout simplement interpeller la communauté congolaise, mes concitoyens et mes concitoyennes sur le procès Mutamba. C'est vrai que l'ancien ministre Mutamba a fait un travail qui a fait en fait, qui a secoué tous les milieux politiques, économiques, sociaux, mais aussi judiciaires dans notre pays. Il est en fait un des ministres de la justice, un des rares ministres de la justice qui a vraiment fait un travail qui a mis mal à l'aise beaucoup de gens. C'est vrai que dans ce travail, il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres qui ont été mal faites, mais il ne faudra pas que les gens qui ont la volonté de faire changer les choses soient traqués pour les empêcher d'atteindre la vision ou les préoccupations qu'ils ont. C'est pour ça que j'invite tout le monde à suivre les procès qui concernent Mutamba et à exiger que nous ayons un procès juste et équitable. C'est qu'on est loin aujourd'hui d'observer, mais je pense que les juges de la Cour de cassation qui sont impliqués dans cette affaire vont faire très attention pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre la justice
juste et indépendante. Nous en avons énormément besoin. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Ami. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'émission À vous de juger, qui passe également sur notre chaîne YouTube Locombe TV. Continuez de nous faire confiance, abonnez-vous, partagez l'émission. C'est comme ça que nous allons aussi grandir sur l'Internet. Merci. On se retrouve déjà le lundi prochain. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. Au revoir. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.